Bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on se penche sur une référence un peu particulière qui nous a été fournie. Il s'agit d'une page d'information sur Google Books. Ça concerne un livre bien précis. Oui, c'est ça. C'est la page de présentation pour How to Succeed or Stepping Stones to Fame and Fortune. L'auteur, c'est Orison Swett Marden. Exactement. Et la page nous donne le titre, l'auteur, mais surtout comment on peut accéder au livre. On voit des options de téléchargement, EPUB, PDF, texte brut. Et même des liens pour l'acheter en version papier ou le trouver en bibliothèque. Voilà, donc la source, c'est pas le livre lui-même. Non, on précise bien. Notre but, c'est pas de faire une critique du livre de Marden. On n'a que cette page. C'est métadonnées, en fait. Absolument. L'idée, c'est plutôt de décortiquer ce que cette page nous dit, qu'est-ce que ça révèle qu'un tel livre soit présenté comme ça, sur une plateforme comme Google Books. Sur notre rapport au savoir, au succès même. Oui, c'est une approche métatextuelle, on peut dire. On regarde pas le texte, mais l'interface qui y mène. Et rien que ça, c'est déjà très riche. Le titre, How to Succeed, Stepping Stones to Fame and Fortune. c'est très direct. Ça s'inscrit clairement dans une tradition, celle du développement personnel, des guides de réussite. Tout à fait. Une longue tradition d'ailleurs. Orison Swett Marden. Bon, ce nom dit peut-être plus grand-chose aujourd'hui, mais... Il était connu à son époque. Ah oui, figure de proue du mouvement New Thought, la nouvelle pensée. Fin 19e, début 20e. C'est ça, un courant qui misait beaucoup sur la pensée positive, la volonté. Pour atteindre le succès, la richesse, le bonheur. Et le sous-titre Stepping Stones, des tremplins vers la renommée et la fortune. C'est une promesse, quoi. Une promesse très américaine de cette époque, très optimiste, volontariste. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant de regarder la page Google Books. Comment cet ouvrage, qui a plus d'un siècle, qui est sûrement marqué par son temps, Oui, dans le style, les idées. comment il est présenté aujourd'hui via le numérique. La page mentionne EPUB, PDF, texte brut. C'est pas anodin, ces formats. Chacun a son usage, les pubs pour les liseuses, le PDF qui garde la mise en page. Le texte brut pour l'analyse de texte, peut-être. Exactement. Cette variété technique montre une volonté d'adapter le contenu ancien. Mais alors, est-ce que proposer un livre de 1900 en EPUB, ça le banalise pas un peu? Ça le met au même niveau qu'un e-book récent? C'est une bonne question. Ou est-ce que ça lui donne une seconde vie, une chance d'être découvert par des gens qui n'iraient pas fouiller dans les archives? Une nouvelle jeunesse numérique, en quelque Ouais. sorte. Il y a cette tension, oui. D'un côté, l'interface standard de Google Books, elle peut effacer un peu le côté historique, matériel du livre, le papier, la typo d'époque. Tout ça disparaît dans le fichier. Mais d'un autre côté, cette accessibilité, c'est une opportunité incroyable de redécouverte. Qui chercherait activement ce titre précis, sinon? La sérendipité, oui. Tomber dessus par hasard en cherchant autre chose. Voilà. Et il n'y a pas que les formats numériques. La page mentionne aussi trouver ce livre dans une bibliothèque, via WorldCat, je crois. Ouais. Et un lien vers AB Books pour acheter une copie imprimée. Donc Google Books, c'est pas juste un fournisseur de PDF gratuit. C'est aussi une sorte de hub. Qui redirige ailleurs. Exactement. Vers l'écosystème du livre physique et commercial aussi. Ça pose la question, pourquoi ce livre-là est numérisé? Pourquoi il est rendu accessible? Bonne question. Est-ce que c'est purement patrimonial? Conserver la mémoire écrite? Ou est-ce qu'on reconnaît l'intérêt historique de Marden, du New Thought? Ou alors, est-ce que c'est simplement parce que le thème du succès, de la fortune, ça marche toujours, ça attire toujours? Probablement un mélange de tout ça. Sans doute. Mais le lien vers AB Books, ça nous rappelle que derrière la mission culturelle, il y a aussi un modèle économique. Bien sûr. Et l'interface elle-même. La barre de recherche Google en haut, les options de connexion, l'aide. C'est l'environnement web standard. Ce livre ancien, il est comme intégré, fondu dans cette interface très actuelle, très familière. Il n'y a pas de rupture qui dirait « attention, document historique ». C'est typique des grandes plateformes, standardisé pour simplifier l'usage, rendre tout intuitif. Mais du coup, ça peut aussi décontextualiser. Oui, potentiellement. Le livre de Marden, il apparaît avec les mêmes boutons, la même structure de page qu'un manuel de 2024. Ça facilite l'accès, c'est sûr. Mais peut-être qu'on perd un peu la perception de sa profondeur historique, de sa singularité. C'est comme si la plateforme imposait son propre temps, celui de l'instantané, de l'uniformité, à des contenus qui viennent d'autres époques. C'est un peu ça. Et ça peut influencer comment on lit le texte. Est-ce qu'on va le lire avec la distance critique qu'il faut, ou comme un guide qu'on pourrait appliquer direct aujourd'hui? C'est toute la question de la lecture numérique de textes anciens. L'environnement compte. Sans les marques du temps, le papier usé, la typo, et avec une interface moderne. On risque d'être moins sensible à la dimension historique.
Peut-être. Mais en même temps, l'accessibilité permet à plus de monde d'y être confronté. Et donc, potentiellement, d'avoir cette réflexion critique. C'est paradoxal. Revenons au format. EPUB, PDF, texte brut. Le PDF, parfois, c'est intéressant parce que ça peut être un scan des pages originales. Oui, ça garde la mise en page, les images s'il y en a. C'est un bon compromis souvent. Le pub, c'est plus pour le confort de lecture sur mobile, tablette. Le texte s'adapte, mais on perd la page fixe. Et le format texte brut, plain text, ça c'est très révélateur. Ah oui, pourquoi? Parce que ça réduit le livre à son texte pur, sans aucune mise en forme. C'est le format idéal pour l'analyse de données textuelles, le text mining. Les recherches automatiques, les traitements linguistiques. Exactement. Que Google propose ça, ça suggère qu'ils envisagent ces usages plus techniques, au-delà de la simple lecture par un humain. Le livre devient une donnée. Une donnée exploitable par des algorithmes. Fascinant. Oui, Ça ouvre des perspectives pour la recherche en sciences humaines, ça. Analyser des milliers de livres comme ça, sur l'évolution des idées. tout à fait. Analyser le vocabulaire du succès sur un siècle, par exemple. Cette page, avec son option texte brut, c'est aussi une porte vers ça. Donc la page n'est pas juste une vitrine pour le lecteur lambda. Non, c'est aussi un point d'accès pour des outils d'analyse. Ça démultiplie l'impact potentiel de ce vieux texte. Bien au-delà de ce que Marden imaginait, j'imagine. Sa pensée peut être disséquée, comparée, mise en statistique. À une échelle incroyable, oui. Et si on regarde le titre lui-même, How to Succeed, Stepping Stones to Fame and Fortune, cette promesse quasi transactionnelle. Ça résonne étrangement aujourd'hui avec tous les discours sur la réussite, le life hacking, l'entrepreneuriat de soi. C'est vrai, Est-ce que c'est cette popularité persistante du thème qui explique en partie pourquoi ce livre est là, si accessible? il y a clairement une continuité. Ce désir d'améliorer sa vie, d'avoir la reconnaissance, la sécurité, ça semble assez constant, surtout dans certaines cultures. La culture américaine, d'où vient Marden? Oui, donc la présence du livre aujourd'hui, ça montre que cet intérêt dure, et la plateforme répond à cette demande, voire la stimule un peu. Mais est-ce que la manière de chercher le succès a changé? Les tremplins de Marden, c'était quoi? La persévérance, l'honnêteté, la pensée positive. Probablement des vertus de ce type, oui, le caractère. Et aujourd'hui, ce serait quoi les équivalents? Savoir gérer ses réseaux sociaux, son personal branding, utiliser les bonnes applis de productivité. C'est possible, les outils changent, les stratégies aussi, mais la quête de fond reste similaire peut-être. Et l'intérêt d'avoir accès à ce vieux livre, c'est justement de pouvoir comparer, de voir ce qui a changé, ce qui reste. Ça peut nous rendre plus critiques vis-à-vis des discours actuels sur la réussite. Avoir accès à l'histoire permet cette mise en perspective. Exactement. Donc cette simple page, Oui, elle est comme un carrefour en fait. oui, c'est une bonne image. Elle connecte le passé, Marden, son époque, et le présent, la plateforme, les lecteurs d'aujourd'hui. Elle connecte aussi différents accès, gratuit numérique, bibliothèque physique, achat commercial. Elle condense plein de logiques, patrimoniale, technique, commerciale, culturelle. C'est tout à fait ça. Elle illustre bien la complexité de notre rapport au patrimoine écrit à l'ère numérique. Comment des textes oubliés sont réintégrés dans le flux d'infos. Pour le meilleur, L'accessibilité. et pour le pire, peut-être. Le risque de décontextualisation, de banalisation. Voilà. Il y a aussi un truc intéressant sur la page AI, les termes et phrases courants. Ah oui, Google extrait souvent ça. Ça donne des mots-clés. Meme, life, work, success, character, thought. Ça confirme bien le thème. C'est une sorte de résumé automatique basé sur la fréquence des mots, typique des algorithmes. Ça donne une idée rapide, mais c'est une vue partielle. Très partiel. Ça privilégie la quantité sur le sens. C'est encore une fois la plateforme qui façonne la présentation du livre avant même qu'on l'ait lu. Alors, si on essaye de faire une synthèse, qu'est-ce qu'on retient de cette petite exploration? Plusieurs points, je dirais. D'abord, ça confirme que certains thèmes, comme la réussite perso, sont vraiment durables. Ils traversent le temps. Et ça justifie qu'on garde et diffuse ces vieux textes. Ambivalent des plateformes comme Google Books, d'un côté, elles démocratisent l'accès au savoir de façon incroyable. Oui. Mais de l'autre, elles le font via des interfaces standardisées qui peuvent homogénéiser, décontextualiser. Effacer les différences. Et troisièmement, on voit bien la superposition des logiques. La conservation du patrimoine, les besoins techniques des formats numériques, et puis les intérêts commerciaux aussi. Et j'ajouterais un quatrième point. Cette page, qui a l'air toute simple, c'est en fait un objet assez complexe. Techniquement, culturellement,
Oui, tout à fait. C'est le résultat d'un énorme travail derrière. Numérisation, indexation, design. Et ça façonne notre interaction avec le passé écrit. Ce n'est pas neutre. Non, absolument pas. Les choix de Google, quels livres, comment les présenter, quels outils, ça a des conséquences sur ce qu'on voit, ce qu'on trouve, comment on le perçoit. L'infrastructure numérique n'est pas invisible. Elle structure notre regard. Elle oriente nos recherches, elle facilite certains usages, peut-être au détriment d'autres, comme la lecture lente, attentive. La facilité d'accès est là, mais elle vient avec une médiation technologique forte. C'est ça. Donc au final, cette page de métadonnées, c'est bien plus qu'un catalogue. C'est une fenêtre sur comment notre société numérique gère son héritage. Et comment elle répond à des désirs humains constants, comme celui de réussir. Elle montre comment le passé est sans cesse reconfiguré par les technologies du présent. Tout à fait. C'est un petit exemple, un microcosme, qui reflète des tendances bien plus larges sur la mémoire, la culture, la technologie aujourd'hui. C'est fou ce qu'une simple page peut nous dire quand on creuse un peu. Oui, l'analyse de cette source apparemment mineure est assez révélatrice. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour aller plus loin. Hmm. Si Marden, à son époque, proposait des tremplins basés sur la pensée, le caractère, comment cette promesse est reformulée aujourd'hui? Ah, intéressant. Les tremplins modernes, ils sont toujours intérieurs, la volonté, le mindset, ou ils sont devenus plus externes, liés aux outils, aux réseaux, aux algos? Bonne question. Et le fait qu'on ait accès si facilement numériquement, à la fois aux anciens gourous comme Marden et aux nouveaux, qu'est-ce que ça change dans notre quête de réussite, individuellement et collectivement? Voilà une belle piste de réflexion pour continuer.